Il y a des moments dans nos vies où on ressent le besoin de changer de direction professionnelle. Ça peut être motivé par un manque de satisfaction dans notre travail, une perte de motivation ou tout simplement l'envie de poursuivre une nouvelle passion. Ce podcast s'intéresse aux solutions qui s'offrent à nous pour accéder à un métier qui nous fera enfin vibrer. Le chemin de la reconversion peut sembler effrayant, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais c'est aussi une opportunité pour atteindre un quotidien professionnel qui ait plus de sens pour nous, qui nous donne une meilleure qualité de vie et qui nous permet de nous épanouir pleinement. Bienvenue dans notre podcast sur l'épanouissement professionnel, où on vous invite à découvrir des histoires inspirantes, des conseils avisés et des astuces pour réussir votre reconversion. Osez rêver, osez changer de cap et devenez le héros de votre propre histoire professionnelle. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Davy. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est pas la première fois qu'on fait un podcast ensemble, mais écoute, vu que tu es notre grand expert sur certains sujets, j'aime bien pouvoir te convier pour qu'on puisse échanger sur certains sujets. D'ailleurs, on a déjà parlé ensemble déjà sur pas mal de thèmes. On avait vu la démission reconversion. On avait vu aussi, on a fait un podcast sur les freins et les solutions à la reconversion pro. On a fait pas mal de sujets aujourd'hui, mais il y en a un qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant et qui est un sujet qui est hyper important finalement, qui est même hyper bloquant, les gens qu'on a accompagnés souvent nous le disent, c'est comment est-ce que tu viens financer ta reconversion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui nous permettent d'amorcer, de se lancer dans une reconversion professionnelle, des choses gratuites, des choses qui ne le sont pas forcément. Mais en tout cas, on a cette possibilité aujourd'hui d'amorcer une reconversion pro, mais il arrive un moment où il va peut-être falloir faire une formation, peut-être falloir faire... justement, ou simplement quand tu as une envie, il faut faire tout un tas de dispositifs. Pour amorcer tout ça, finalement, il faut de l'argent, il faut pouvoir lancer ce type d'initiative. Et voilà, je voulais qu'on puisse en parler ensemble. Parce que oui, ce qu'on voit aujourd'hui, l'environnement dans lequel on est, on voit qu'on a énormément de personnes qui veulent se reconvertir en fait. C'est vrai. On a depuis le Covid, c'est vraiment une tendance qui s'est accélérée grâce. Je pense qu'on peut dire grâce, parce que c'est vrai finalement des gens qui ne sont pas bien dans le boulot qu'ils avaient aujourd'hui. Et nous, justement, on veut aider les personnes dans cette logique-là chez Sensei. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut se donner, donc il y a les moyens de s'investir dedans, mais aussi est-ce qu'on peut aller mobiliser des moyens financiers pour arriver dans ces objectifs de financement. Ça te va si on parle de ça aujourd'hui, David ? Allez, c'est parfait. Allez, c'est parti. Écoute, je pense que pour recontextualiser un petit peu, je te proposerais bien, est-ce que tu pourrais nous énumérer finalement quels sont les différents moyens existants pour se reconvertir, quels sont les dispositifs, qu'est-ce qu'on a en fait finalement comme outil à notre disposition si on souhaite se lancer dans une reconversion, sans savoir à cette étape-là, je me dis, savoir ce qu'on veut faire. Simplement, on a un besoin de changement clair, identifié. Ouais, c'est intéressant déjà de commencer par là, parce que nous, on a l'habitude de voir beaucoup de monde. Tous les mois, plusieurs milliers de personnes au téléphone qui nous expliquent un petit peu leur démarche. Et souvent, d'ailleurs, le point commun entre la grande majorité d'entre elles, c'est qu'elles ne savent pas justement ce qu'elles veulent faire. La seule chose qu'elles savent, c'est qu'il faut changer. Ouais. Changer, pas forcément des fois de métier, mais changer d'état d'esprit, changer de contexte. Donc la reconversion, ça englobe beaucoup plus qu'un changement de métier. Des fois, ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement d'entreprise, un changement d'environnement. Mais effectivement, il y a besoin d'entamer des démarches pour cela. La première démarche, avant de parler de dispositifs, de moyens qu'on a à sa disposition, ça fait un peu bateau ce que je vais dire, mais le premier moyen qu'on a à sa disposition, c'est sa volonté. Que ce soit, et j'en parlerai juste après, un bilan de compétences, une formation, un accompagnement, tout ce qu'on veut, on obtiendra comme retour sur investissement que si on a investi quelque chose à la base. Ça veut dire qu'un accompagnement, c'est un peu comme un coefficient multiplicateur. Sauf que si on met 0 au début, on a beau multiplier 0 par ce qu'on veut, ça fera toujours 0. Donc en réalité, ça veut dire, et on se rend compte que si on multiplie par 1, ça fait 1, par 2, ça fait 2, etc. Mais par contre, on se rend compte que plus on va y mettre du sien, plus on aura des résultats. Et de l'autre côté, sur cette multiplication, plus on utilisera le bon moyen également de reconversion, plus ça nous amènera à un objectif intéressant. Voilà. Donc déjà, c'est bien d'avoir ça en tête, parce qu'on ne peut pas arriver à des fins de reconversion si on n'est pas prêt à le faire, prêt tant en termes d'investissement,
Investissement, ça veut dire beaucoup de variables. Il y a l'investissement en termes d'argent, parce que oui, mobiliser un être humain qui va nous accompagner, lui, c'est son travail. Qui dit travail dit forcément rémunération à un moment donné ou à un autre. Alors, on verra qu'il y a des aides pour ça, bien entendu. Mais il faut être prêt, il faut que la motivation soit suffisante, peut-être aussi pour nous dire ouais, ok, je vais investir, c'est pas tant ça le problème. Oui, je vais trouver un moyen, mais ce qu'il faut déjà, je suis sûr de vouloir atteindre cet objectif. Une fois qu'on a ce degré de motivation, il n'y a rien qui nous empêchera d'avancer en fait. C'est pour ça que je disais que la première des choses, c'est notre motivation. Donc ce que tu veux dire, c'est que vraiment, avant même, franchement, c'est une très bonne introduction. C'est effectivement, avant d'aller dans le sujet financier, il faut être prêt à s'investir. Parce que on n'est peut-être pas bien dans une situation, mais en fait, il ne faut pas vouloir la baguette magique. Et je pense que ça, c'est super important. Aujourd'hui, on a des personnes qui voudraient, ou alors qui se reposent sur d'autres personnes, même s'il y a des dispositifs, des choses, ton point, et qui est super important, c'est finalement, il va quand même falloir se bouger. Et oui, et tu vois, on peut faire le parallèle, je le fais souvent d'ailleurs, avec un objectif de perte de poids, par exemple. Des fois, on en a conscience, on sait qu'il faut qu'on perde un peu de poids. Mais on a du mal à se bouger. Et en fait, il n'y a qu'un seul moyen d'arriver à son objectif, c'est de s'investir. Ça va demander du temps, de l'énergie. Ça va être peut-être sur une période plus ou moins longue en fonction de notre objectif. Et peut-être aussi qu'à arriver à un certain stade, ou en fonction de notre objectif qui peut être plus ou moins élevé, peut-être qu'il faut aussi se faire accompagner. Peut-être que des fois aussi, il faudrait mettre la main au porte-monnaie, on ne sait pas. Des fois, ça pourrait être pris en charge ou pas. En fait, il faut avoir conscience du chemin qu'il y a à faire et surtout y être prêt, l'admettre, l'accepter. Et ensuite, une fois qu'on est en phase avec ça, on y va. Ouais, c'est top. Donc, mais je pense que c'est hyper important. C'est OK, on a une volonté de changement. Il ne faut pas croire que ça va tomber, ça va être tout cru parce qu'il y a des dispositifs, des choses. Ces choses-là, ça va être des facilitateurs. Et on va voir qu'on va pouvoir peut-être même se faire aider pour payer ces facilitateurs. Mais avant tout, il faut être motivé pour vouloir du changement. Exactement. Le thème de ce podcast, c'est comment financer ma reconversion pro. Quand on parle de finance, on parle effectivement d'investissement. Et l'investissement, il n'y a pas que l'aspect argent, il y a aussi l'aspect vraiment énergie, temps qu'on va y consacrer. Donc déjà, il faut être dans ce mindset, dans cet état d'esprit avant d'attaquer. C'est pour ça que je voulais commencer déjà par ça. C'était une super intro. En termes de moyens. Maintenant, si on a la motivation, concrètement, vers quel type de dispositif on va pouvoir aller? Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Alors, on est quand même, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays qui fait la part belle aussi à l'accompagnement. Il faut savoir qu'en 2018, si je ne dis pas de bêtises, on est sur décembre 2018, il y a eu une loi, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a enclenché tout un tas de dispositifs ou qui les a dépoussiérés, qui les a remis au goût du jour. Dispositifs qui ont été notamment pas mal mis en avant à travers la période Covid, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que période de confinement, rester confiné chez soi entre quatre murs, comme on le dit des fois, les murs deviennent des miroirs. Et c'est là où on rentre dans cette introspection. Et du coup, on a eu ce besoin de bouger. Et ces dispositifs qui ont été remis au goût du jour en 2018, donc un an avant, arrivaient au bon moment. Alors de quel dispositif on parle ? On peut mettre déjà forcément en avant le bilan de compétences. Pour moi, s'il y a un dispositif incontournable pour la reconversion, c'est le bilan de compétences. Alors tu vas me dire forcément, Sensei, tu fais des bilans de compétences, oui. Donc c'est ce que je mets en avant. Mais je ne le mets pas en avant pour rien, parce qu'il faut connaître l'histoire de Sensei aussi. Il faut savoir qu'avant de faire du bilan de compétences, Sensei était un organisme de formation, faisait de la formation à proprement parler. Et on s'est rendu compte que les gens cherchaient, par le moyen de la formation, à aller chercher une nouvelle voie professionnelle, donc à se réorienter, mais ils brûlaient les étapes. Et en réalité, quand on a amené le bilan, ça a explosé chez Sensei. C'est ce qui nous a permis aussi de trouver notre public, de se développer aussi, d'avoir une croissance assez impressionnante. Pourquoi ? Parce que c'est le dispositif par excellence qui correspond aux besoins des personnes qu'on énumère depuis tout à l'heure. Alors arrête-moi si je dis une bêtise, mais du coup le bilan de compétences, c'est vraiment le moyen de faire le plan d'action vers son objectif de reconversion. C'est-à-dire à la fin du bilan de compétences, tu n'es pas reconverti. C'est vraiment, tu vas tracer le chemin entre ta situation d'aujourd'hui et celle vers laquelle tu as envie d'aller et comment est-ce que tu vas l'atteindre. C'est ça. C'est pas, du coup, ça veut dire que c'est la première étape. Ouais. À l'inverse, comme tu disais, les gens, et c'est vrai que c'est une tendance de fond qu'on voit pas mal, c'est les gens, ils font des formations, mais ils ne savent pas si au final, est-ce que c'est le bon endroit où ils doivent aller. C'est vrai que le bilan de compétences pour ça,
pour n'importe quelle... Alors, c'est pareil, on essaye de pas trop prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai que c'est pour ça, au final, que Sensei a choisi le bilan de compétences. C'est parce que c'est une super première... C'est la meilleure, pour nous, la meilleure première étape pour une reconversion professionnelle. Mais en fait, aujourd'hui, le bilan de compétences est le moyen de faire le travail qui n'a pas été fait. Et encore une fois, je ne vais pas trop taper sur les doigts du modèle scolaire, parce qu'à un moment donné, je sais que ce n'est pas facile à mettre en place et à faire bouger les lignes, surtout dans notre pays. Mais on fait le travail qui n'a pas été fait. Et surtout, on vient permettre aux personnes de se réaligner. Et malheureusement, elles ont perdu beaucoup de temps. On discutait, pas plus tard que cette semaine, avec un ami avocat qui a sa fille qui a maintenant 27 ans, qui officiellement n'a encore pas commencé à travailler, baladé de cursus supérieur en cursus supérieur, qui a fait une des meilleures écoles de finance d'Europe à Milan, qui s'est retrouvé à aller faire une école plutôt de droit à Paris, et qui maintenant se lance en psycho, 27 ans, et en fait elle se rend compte qu'elle ne sait toujours pas quoi faire. Et elle se tourne vers la psycho parce qu'elle se dit, j'ai envie d'aider ceux qui, comme moi, ont commencé sans trop savoir où aller, et ont besoin d'une réelle aide à l'orientation dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que le bilan de compétences, on ne parle pas de bilan d'orientation scolaire, mais c'est le pendant pour les jeunes, c'est ça, le bilan d'orientation scolaire. Ouais, c'est ça. Et ce bilan d'orientation, en réalité, il n'est pas fait, ou peu fait, ou peu abouti. Et du coup, le bilan de compétences, c'est réussir à faire ça, mais après plusieurs années. Alors, on peut en faire un déjà au bout d'1 ou 2 ans après l'école, il n'y a pas de souci. Plus vite on en fait un, on devrait tous passer par cette case-là, en fait, à l'école. Parce que ça nous permet... On a tous déjà des compétences, sans même avoir commencé à travailler. On a des compétences, on a des appétences pour certains sujets. Le bilan de compétences, concrètement, c'est quoi ? C'est 3 phases. Une première phase où on va faire connaissance avec un expert, donc un consultant en bilan de compétences, qui a une touche de psychologie du travail. Il va essayer d'apprendre à nous connaître, voir un petit peu dans quelle direction on souhaite aller. Ensuite, il y a toute une phase qui est la plus importante du bilan, c'est la phase d'investigation, qu'on peut elle-même découper en 3 grosses catégories. La première, c'est la phase de test. On va faire des tests sur sa motivation, sur ses vocations, sur sa personnalité. Et cette phase, elle va être faite en parallèle de ce qu'on appelle le portefeuille de compétences, où on va lister tout ce qu'on sait faire. Et tout ce qu'on a fait à travers nos expériences. Peut-être des petites missions, des fiches de poste, à travers même des missions de bénévolat, par exemple. On va tout lister, on va les décomposer, on va regarder, par exemple, sur les fiches métiers à quoi ça correspond, et lister toutes les missions. Et ensuite, on va dire si ça, on aime faire, ou on n'aime pas. Et ensuite, on va décomposer ces missions-là en 3 catégories. Le savoir, donc le côté formation, le savoir-faire, donc le côté pratique, et le savoir-être associé à cette tâche. Et ensuite, une fois qu'on décompose tout ça, ça mêlé aux résultats des tests psychologiques, psychométriques qu'on a pu réaliser, le consultant fait une grosse analyse de tout ça et ressort de cette analyse 1, 2, 3 axes de métier. Et là, au moins, on a des éléments concrets pour savoir dans quelle direction aller. Et c'est ça l'essence même de la reconversion, c'est qu'on ne savait pas où on allait, on est parti dans une mauvaise direction, on refait ce centrage, cette analyse, et là, effectivement, on a une vraie direction qui est établie sur des faits tangibles, des faits solides, par un expert. Et ensuite, c'est pas fini, on est toujours dans cette phase d'investigation, on va faire une enquête sur ces métiers. Donc on va peut-être aller se renseigner sur Internet, regarder des vidéos, essayer de faire des immersions, pourquoi pas se rendre en entreprise, faire des journées d'immersion, ça existe beaucoup maintenant dans les entreprises. Et on va essayer de se faire une idée de ces métiers. Et là, on va encore affiner finalement notre objectif. Et effectivement, la dernière phase du bilan de compétences, c'est la phase de synthèse, où le consultant va nous dresser 2 plans d'action. Enfin, un plan d'action, mais avec 2 projets, le projet principal et le projet secondaire, qui sont finalement des résultants de tout ce qui a été fait sur ce travail. Donc on est vraiment sur un outil... un vrai travail d'introspection. Exactement. Qui est fait pour justement vraiment avoir le vrai chemin. Voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure, à l'issue d'un bilan de compétences, on n'a pas un nouveau métier, mais on a un plan pour y accéder. Et un plan où on est sûr que c'est la bonne... avec les formations, s'il y a besoin de faire des formations, exactement, des compléments, voilà. Potentiellement, on va peut-être en parler des VAE, des choses comme ça. C'est ça. C'est pour ça que dans la continuité, le bilan de compétences, je dirais que c'est le moyen par excellence d'initier une reconversion. Maintenant, je dis bien d'initier parce que pour aller au bout de cette reconversion, peut-être qu'effectivement, on n'a pas toutes les compétences pour ce métier visé. On les a peut-être partiellement. Dans quel cas, on ira faire une VAE, ça veut dire qu'on ira chercher des petits compléments de formation et on passera à une validation d'acquis d'expérience. Donc ça, c'est une des autres possibilités pour se reconvertir, c'est effectivement de passer par une VAE. Exactement, parce que la VAE, alors ça peut être complémentaire,
Parce que qui dit VAE dit en réalité, une VAE c'est quoi? C'est cibler un diplôme. Sauf qu'au lieu de retourner sur les bancs de l'école pendant 2 ans, on essaye de composer avec les expériences qu'on a faites. Si en manque, là on suit des petits modules de formation à droite à gauche, et ensuite on passe devant un jury. On fait une sorte de mémoire, on essaye de faire matcher toutes les compétences qu'on a acquis dans nos expériences, on les décrit, on en fait une sorte de mémoire, et puis on dit, regardez, ça correspond à ce qui est évalué dans le diplôme. Et on passe devant un jury. On obtient le même diplôme que si on avait suivi une formation. Donc en réalité, c'est les 2 options pour aller chercher ce métier. On a fait notre bilan, on a un métier qui est défini. Soit ce métier-là, on coche déjà toutes les cases, dans quel cas, go, on y va. S'il y a quand même besoin d'avoir un diplôme, on peut faire une VAE tout de suite sans passer par la case formation. S'il nous manque quelques compétences, on va venir compléter avec des petites formations sur des compétences. Dans quel cas, on ira peut-être chercher des certifications auprès de France Compétences sur le répertoire spécifique. On reviendra dessus s'il y a besoin tout à l'heure. Et si vraiment on n'a aucune des compétences, c'est une reconversion à 100%. Admettons, on était comptable, on veut devenir agriculteur. On n'a jamais mis un seul pied dans une ferme, mais c'est notre vocation, on a travaillé sur des tests et c'est ce qu'on veut faire. Là, va peut-être falloir effectivement repasser par la case formation, reprendre un cursus et faire valider notre diplôme. Donc en fait, la VAE, ça te permet d'éviter l'école. C'est ça. Mais il y a des cas dans lesquels il y a tellement de choses, tu peux pas faire une VAE parce que c'est pas juste un complément qui te manque, c'est en fait la formation dans son entièreté. Donc là, c'est un vrai, tu retournes à l'école, c'est ça. Tu fais une formation. Donc si je résume, pour l'instant, je peux faire un bilan de compétences, mais bon, ça a l'air d'être valable quand même quasiment dans tous les cas, parce que finalement, ça t'aide à savoir où tu veux aller. Disons que c'est un peu risqué si on ne le fait pas, parce qu'on a vu le cas se produire, surtout au début où on ne faisait pas de bilan de compétences, on faisait que de la formation, où des gens, nous contactaient, oui, je veux faire ça, tac, je vais me former, passaient 2-3 mois à se former, et en réalité, finalement, lâchaient l'affaire parce qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas fait pour eux. Donc, perte de temps et d'argent. Voilà. Oui, donc finalement, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs starters qu'on puisse avoir. Voilà, exactement. Et derrière, la VAE, la formation, c'est des outils complémentaires pour aller au bout de cette démarche pour de réaliser. reconversion. Et finalement, dès que tu amorces une reconversion, passer par un bilan de compétences, c'est presque indispensable. C'est ça. Ces démarches-là peuvent se faire de manière indépendante. Donc on est tout seul dans notre coin, on a cette volonté. Peut-être qu'on n'a pas encore de travail, ou qu'on en a un, mais qu'on souhaite changer. Mais peut-être aussi qu'on peut le faire en collaboration avec notre employeur. Dans quel cas, on pourra faire un bilan de compétences, il peut nous aider à le réaliser même en interne dans l'entreprise. Il y a aussi les bilans professionnels qui sont très proches du bilan de compétences, mais qui se passent dans le cadre de l'entreprise. On a tout à fait le droit de faire un bilan de compétences, à proprement parler, en dehors de l'entreprise, mais financé par l'entreprise. C'est possible. La VAE, pareil, notre entreprise peut nous accompagner dans ce projet pour une mobilité interne aussi dans l'entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise a des obligations, ce qui s'appelle le plan de compétences. Tous les 2 ans, on a un entretien professionnel avec son patron et l'entreprise a pour obligation d'assurer une évolution de compétences à son salarié. Cette évolution de compétences, elle ne passe pas systématiquement soit par des grosses évolutions de poste, soit par des reconversions en interne. Ça peut passer juste par, tiens, on te fait monter en compétences sur la bureautique, sur Excel, sur ceci, sur cela. Ton métier, ça évolue un peu, ça se modernise. On te fait une petite formation sur comment gérer l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Ça peut être complémentaire, sur des petites choses. Mais la reconversion peut tout à fait avoir lieu au sein de son entreprise et un changement de poste. On était à la prod, on veut passer commercial parce qu'on aime bien cette fibre relationnelle. C'est pas notre métier de base, mais on est bien dans notre environnement, dans notre entreprise, on veut y rester. On peut se faire accompagner par son employeur dans ce type de projet. Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler finalement à son employeur. Si on est dans une situation, pas forcément de mal-être, mais même si on sent que on a des envies de changement. Ça peut, la première étape finalement, c'est peut-être d'en parler avec son RH. Voilà, déjà, tout simplement. Effectivement. Et c'est pour ça que je mets cette option de plan de compétences de l'entreprise dans les moyens aussi à sa disposition pour une reconversion. Parce qu'en plus de ça, le gros avantage, c'est que c'est l'entreprise en général qui paye. Oui, puis c'est dans ses obligations. Voilà, tout à fait. Et allons-y. Parlons justement, finalement, maintenant qu'on a dessiné un petit peu les différents moyens. Le bilan de compétences, VAE, formation, plan de compétences de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va venir maintenant financer tout ça? C'est quoi les moyens qu'on a à notre disposition? Ce qui serait bien, c'est que tu puisses nous dire aussi dans tous les cas, tu as parlé de personnes qui sont en poste, il y a peut-être des personnes qui sont demandeurs d'emploi, tu vois, si tu as les différents cas, ça pourrait être super intéressant.
Alors, on peut déjà commencer avec une personne qui est en poste, puisqu'on a déjà commencé à en parler. L'employeur, effectivement, donc, comme on l'a dit, a pour obligation de proposer à son salarié une évolution de compétences, un entretien à minima de ses compétences tous les 2 ans. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, l'employeur cotise à des fonds de formation. On appelle les OPCO, les opérateurs de compétences. Il y en a 11 en France qui se répartissent à eux tous les domaines d'activité. Un salarié donc peut, avec son employeur, envisager un projet qui est financé par l'OPCO. Okay. Donc il y a des enveloppes qui sont allouées à l'entreprise. Peut-être que donc ça, c'est dans le cas où on est en poste et donc on va voir notre RH, on définit que on a envie de faire un bilan de compétences. Le RH va pouvoir aller piocher dans l'enveloppe finalement de l'entreprise. C'est ça. Enfin, l'OPCO. Tout à fait. Maintenant, admettons qu'on souhaite quitter son entreprise. On est en poste, mais on souhaite la quitter. L'employeur ne va pas forcément financer cette reconversion. Il y a peut-être des personnes aussi qui n'ont pas forcément envie de savoir. Il y a peut-être des relations compliquées avec les managers, donc ils ont peut-être envie, par exemple, de faire la démarche du bilan de compétences seul. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de démarche personnelle aussi. L'employeur n'a pas à savoir si on souhaite faire un bilan de compétences. C'est vraiment une démarche personnelle et confidentielle. Il y a un secret professionnel aussi qui est entretenu derrière par les spécialistes qui s'occupent du bilan, par exemple. Donc ici, le particulier qui souhaite faire ce type de démarche peut alors se tourner vers des financements qu'il a à sa disposition. Et les actions qu'on a citées, bilan de compétences, VAE, formation, sont éligibles notamment au CPF. Donc le CPF, c'est quoi ? C'est un fonds de cotisation. Donc on a tous une fiche de paye à la fin du mois. Il y a un salaire brut, il y a un salaire net. On se demande où part tout cet argent du salaire brut. Bien entendu, c'est des cotisations diverses et variées, mais il y a une partie de cet argent-là qui alimente un compte de formation. Alors, il ne l'alimente pas tout seul, puisqu'il y a l'État qui va co-abonder. Donc, il y a une partie de ce brut, plus un complément de l'État, qui vient alimenter tous les ans, pour un salarié temps plein, 500 € par an de CPF. Donc, en fait, si on est salarié, que ce soit en CDI ou en CDD d'ailleurs, même en intérim, normalement, ça fonctionne, on vient mettre de l'argent sur un compte qui est le compte personnel de formation. Il suffit d'aller sur moncompteformation.fr ou .gouv.fr. Ouais, et on a chaque année les 500 € qui tombent. Exactement. Et on ne peut pas partir en vacances avec, de toute façon. Non, voilà. C'est dédié à de la formation. Et pas à n'importe quelle formation. C'est dédié aux actions de formation reconnues. Une action de formation, pour qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle soit délivrée par un organisme de formation ou un établissement public de formation. Établissement public de formation, ça va être toutes les écoles supérieures, etc., qui appartiennent à l'État. Les organismes de formation, c'est des entreprises privées qui ont pour activité déclarée organismes de formation et qui ont notamment des agréments, des certificats comme Calliope, qui sont vraiment enregistrés pour leur qualité. Comment tu peux savoir facilement si la formation que tu vises est éligible au CPF et si tu peux la payer avec le CPF? Tout simplement parce qu'on la retrouvera sur le site Mon Compte Formation. Okay, donc c'est un moteur de recherche en fait. C'est un moteur de recherche. Si elle n'est pas dessus, c'est mort. Ou alors sur le site, admettons qu'on ait fait la démarche inverse, on ait trouvé un site internet avec un organisme de formation qui nous intéresse ou une formation qui nous intéresse. Si on voit sur le site que de toute façon il n'y a pas marqué que c'est éligible à des fonds, ça ne fonctionnera pas. Ouais, généralement c'est indiqué. Voilà. Okay. Et même si c'est marqué que c'est éligible, il faut faire attention, il faut aller voir sur Mon Compte Formation, on tape le nom de l'entreprise, le nom de la formation, et on voit si vraiment elle est éligible. Pour la petite histoire et pour la culture personnelle, pour qu'une formation soit éligible au CPF, il faut soit que ce soit en réalité non pas une formation, mais ce qu'on considère comme une action de formation. Donc un bilan de compétences est considéré comme une action de formation et doit être reconnu, donc certifié par Calliope, pour qu'une entreprise puisse le proposer. Par Calliope, c'est quoi ? Calliope, c'est une certification officielle de l'État qui est obligatoire pour qu'un organisme de formation puisse prétendre à proposer son... ces fameux certificats dont tu nous parlais, pour avoir le droit d'utiliser le CPF, il faut que je sois Calliope. À minima, voilà. Okay. Du coup, de ce fait, le centre de formation peut proposer par exemple un bilan de compétences, ça fait partie des actions de formation. Ok, le bilan de compétences est éligible comme n'importe quel... Tout à fait. L'accompagnement à la VAE, lui aussi, est éligible au CPF.
Donc ça tombe bien, si vous avez un projet qui est de faire un bilan puis une VAE, le CPF peut ça, on en avait parlé du coup dans un autre podcast. Et alors, c'était une vraie galère par contre pour la VAE. Alors, mais on va pas s'éterniser sur la VAE parce que ce qu'on va faire, c'est que on va ramener tout le monde vers le podcast parce qu'effectivement, il n'y a pas tout qui est éligible au CPF. Donc, il y a une partie. C'est ça. Donc, ceux qui sont intéressés par la VAE, n'hésitez pas à aller regarder le podcast. On a le podcast qui est dédié là-dessus. Mais il y aura une petite particularité, je vais quand même en parler ici. Parce qu'on n'en a pas trop parlé dans le précédent podcast, donc je vais en parler juste après. Donc on a parlé du bilan, de la VAE, il y a aussi tout ce qui est CFA, mais là c'est pour les alternants, ça ne concerne pas trop les reconversions, quoique, voilà, si c'est plutôt... On a des personnes qui, en se reconvertissant, choisissent de faire une alternance. Justement, ça permet de conserver un niveau de salaire et en allant vers... donc c'est possible. Donc, tout ce qui est CFA, effectivement, va être aussi concerné par le CPF. Et enfin, une partie de formation pure et dure. Mais pas n'importe quelle formation. Il faut que la formation prépare à une certification qui, elle, est reconnue par France Compétences. Et France Compétences va reconnaître 2 types de certifications. Les diplômes inscrits au RNCP, c'est un registre, Répertoire National de la Certification Professionnelle, de la compétence professionnelle. Donc là, c'est des diplômes enregistrés qui préparent à un métier. Ou alors, l'autre type de formation qui peut être reconnue par le CPF, c'est les formations qui préparent à une certification de compétences, qu'on appelle les certifications inscrites au registre spécifique, le RS. Par exemple, le TOEIC. Le TOEIC est une certification reconnue par France Compétences, inscrite au RS. Donc pour le niveau si je fais la petite différence, c'est RNCP, c'est les diplômes qui te permettent d'accéder à un métier, par exemple chef de projet digital, agriculteur. Donc ça permet vraiment d'aller vers le métier. Et donc ça, c'est RNCP. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et d'un autre côté, tu as les formations qui sont RS, le registre spécifique, qui eux sont sur des compétences, par exemple comment utiliser Excel, comment utiliser un téléphone, comment parler anglais. Donc là, c'est juste une compétence qui est juste une toute petite partie finalement d'un diplôme. C'est ça, donc c'est pour ça que la première chose peut-être à demander, parce que là peut-être qu'on parle chinois pour les auditeurs, mais la première chose peut-être à demander à un centre de formation, quand on est intéressé par une de ces formations, c'est est-ce qu'elle prépare à une certification ou un métier qui est reconnu par France Compétences. Et dans quel cas, de toute façon, il ne pourra pas la proposer finançable par le CPF si ce n'est pas le cas. Donc normalement, s'il dit que c'est éligible, c'est qu'il n'y a pas de souci. Sinon, il pourra tout simplement pas le faire. Aujourd'hui, il y a trop de verrous à l'entrée, on ne peut pas se faire entuber comme ça. Généralement, de toute façon, les organismes qui sont éligibles le brandissent assez haut et fort, et c'est quelque chose, une info, normalement, on ne peut pas trop passer à côté. C'est ça. Après, petit disclaimer, si quelqu'un vous dit si, c'est éligible au CPF, mais par contre, vous demande quand même de mettre la carte bleue avant, n'y allez pas. Parce que ça veut dire qu'il est peut-être en train de vous entuber. Normalement, il n'y a rien à faire. On passe directement par un portail. Directement par mon compte formation. Par le portail Mon Compte Formation. Il est possible qu'on n'ait pas assez sur Mon Compte Formation pour se payer la formation. Dans quel cas, il y a un petit complément par carte à faire. Mais par contre, si quelqu'un disait avant, non, mais il faut mettre une empreinte bancaire, ça n'existe pas. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a eu le CPF a eu une sacrée mauvaise pub, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est bon de rappeler aussi que à la base c'est quand même un très très bon dispositif. Oui, c'est dommage de s'en passer. Encore une fois, surtout qu'on cotise pour ça. Ça reste notre argent, autant l'utiliser. Oui, c'est mieux de l'utiliser pour se reconvertir plutôt que d'acheter un iPhone dans les trucs. Il y avait énormément de fraude comme ça. Alors j'espère que l'État a fait bien son taf. Il y a eu beaucoup de tri de fait. Il y aura toujours quand même quelques petits organismes un petit peu filous, mais ça fonctionne toujours. Donc ça c'était, alors ouais, du coup on s'est pas mal étalé, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est important parce que finalement c'est le plus simple et le plus qui est à la main du salarié en plus. Donc n'importe quel salarié peut aller directement sur Mon Compte Formation dans le catalogue et demander à faire telle ou telle formation. Tout à fait. Il y a une démarche complémentaire aussi qu'on peut effectuer si on n'a pas beaucoup de CPF. Admettons qu'on n'ait que 500, 600 euros sur son compte et qu'on souhaite par exemple faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, on sera autour de entre 1500 et 2000 euros. Il y a des petites formules qui existent. Par exemple, Sensei en propose une pour des plus petits budgets, mais on ne sera jamais en dessous de 1200 euros. Donc c'est quand même un budget. Ensuite, si on souhaite compléter avec une VE, par exemple, la VE, c'est pareil, il y aura un accompagnement qui va prendre du temps. Donc pareil, il y aura environ 1500, 2000, 2500 euros d'accompagnement. Si on souhaite prendre des formations complémentaires, c'est pareil, il y a une enveloppe, quoi qu'il en soit, à prévoir. Si on a vraiment un gros projet de reconversion et qu'il y a beaucoup de travail à faire, ça va vite monter à 2, 3, 4, 5 000 euros d'accompagnement qui vraiment seront nécessaires. Pour cela, on n'a pas forcément tous cette enveloppe-là
sur notre CPF. D'ailleurs, le compte formation professionnelle, il est plafonné à 5 000 €. Donc, il y a une possibilité dans une démarche de reconversion, si on est salarié ou qu'on a été salarié dans l'année, c'est d'aller voir une association qui appartient à l'État qui s'appelle Transition Pro. Transition Pro, il y en a une par région. Et eux, ils ont des enveloppes de budget. Et si on a un projet solide, d'où l'importance de faire un bilan de compétences, parce que comment on arrive avec un projet certifié par un consultant et par un organisme, on leur donne notre projet, on leur explique qu'on quitte notre entreprise, on peut toujours y être d'ailleurs, ou l'avoir quitté dans l'année, et leur dire qu'on a un projet de reconversion. Eux vont suivre et vont abonder. Ils peuvent financer des VE, ils peuvent financer des formations. Ils ne financent pas de bilan de compétences. Par contre, ce que je comprends, ouais, c'est effectivement tu fais ton bilan de compétences en espérant que ton enveloppe CPS te permette de le faire financer entièrement. Et à la suite de ça, si tu as un projet solide, donc il y en a qui peuvent avoir peur de se dire oui, effectivement, ça va coûter de l'argent ce que je vais vouloir. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que si tu as en transition pro, que tu leur dis voilà, en plus, ce que j'ai fait dans mon bilan de compétences, ça me dit que vraiment, c'est ce vers quoi je dois aller. Par contre, il me faut 4 000 € parce qu'il y a besoin de se former sur 2 ans. Eux, ils vont pouvoir m'accompagner sur ce financement-là. Et ils ont des enveloppes qui peuvent aller chercher entre 3 et 10 000 € de financement. Ça peut aller haut, quoi. Oui, en fonction de la formation et du projet. Ils peuvent vraiment aller chercher des fonds intéressants. Donc, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se dire, non, je ne vais pas faire de bilan de compétences parce que j'ai peur de cramer mon CPF. Alors qu'en réalité, c'est un peu la clé d'ouverture derrière du financement sur d'autres sujets. Et surtout, encore une fois, je reviens dessus, mais le bilan de compétences évite aussi de perdre du temps et de partir dans une mauvaise direction. Quoi qu'il en soit, même si c'est un petit bilan, je conseille de le faire toujours. Ça ne fera que conforter le sérieux du projet, que ce soit un projet de VE d'ailleurs qu'il faut motiver auprès de l'école qui va porter notre projet, mais également sur un projet de financement de Transition Pro. Voilà. Par contre, Transition Pro, il y a quelques petits critères d'éligibilité. Je ne vais pas forcément tous les donner là parce que c'est des spécificités particulières. Quand on va sur leur site, on comprend. C'est assez clair. Alors, j'avais fait, moi, j'ai utilisé Transition Pro pour le dispositif d'émission reconversion, qui n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, on a un podcast là-dessus aussi. Mais c'est vrai que leur site, pour le coup, est plutôt bien fait et permet justement, au travers de quelques questions très simples, de savoir si on est éligible ou pas. Donc, c'est des choses qu'on peut même voir avant de faire son bilan de compétences. Est-ce que je serais dans leurs petites cases? Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Transition Pro pour voir justement les différents dispositifs et différentes aides avant même de se lancer dans quoi que ce soit. C'est ça. Donc voilà, pour résumer, Transition Pro, on entendait des fois parler de financement de la région. On disait, c'est la région qui peut financer tel type de projet personnel, enfin professionnel, etc. En réalité, maintenant, ça passe par Transition Pro, qui est ni plus ni moins qu'une association qui loge cette enveloppe budgétaire de la région pour les compétences. C'est vrai qu'on entendait beaucoup, la région paye ce genre de trucs. Voilà. Donc concrètement, c'est Transition Pro qu'il y a derrière. Ils ont un site internet, on peut les contacter. Ils ont des conseillers aussi. Donc, et c'est gratuit. Exactement. C'est ça. Donc, faut pas hésiter. Et du coup, dernière petite option, c'est si on est sans emploi. Là, c'est pareil, si on est sans emploi depuis moins d'1 an, Transition Pro, derrière, quoi qu'il en soit, je conseille de les contacter parce que des fois, il y a des conditions particulières qui font qu'on pourra quand même prétendre à des financements. Donc, ça vaut le coup de les contacter. C'est gratuit. Dans tous les cas, ça vaut le coup de les contacter. C'est public, donc ça vaut le coup de les contacter. Après avoir fait un bilan de compétences, bien sûr. Sinon, ça va être compliqué de valider un projet. Maintenant, si on est demandeur d'emploi, Pôle emploi a aussi des enveloppes budgétaires pour financer, ou en tout cas, Pôle emploi, ils ont ce qu'on appelle le mandat de CEP, conseiller en évolution professionnelle. Et en tant que CEP, ils peuvent donc déjà débloquer des fonds, ou alors faire valider votre projet transition professionnelle, justement, ou abonder aussi sur votre CPF si vous n'en avez pas assez. Voilà, ils peuvent compléter, ils peuvent aider à financer. Oui, ils agissent un petit peu comme Transition Pro finalement. C'est ça. Même si Pôle emploi, faut faire attention parce que quand on fait financer des formations par Pôle emploi, ils ont tendance à dire puisque tu suis une formation, t'es pas payé pendant ce temps-là. Voilà, faut faire attention avec Pôle emploi. Il y a des conditions un peu compliquées, c'est ça? Ouais, voilà, Pôle emploi, faut faire attention. Ils peuvent apporter une aide et financer des formations, mais il faut voir dans quel cadre. Il faut vraiment bien se renseigner avec eux. Pour pas se faire avoir, effectivement, se retrouver sans rémunération, ça peut être compliqué. Exactement. Ok, donc si je récapitule, donc on a le CPF qui peut finalement nous aider en fonction de combien on a accumulé autour des différentes années. On a Transition Pro, qui est en plus gratuit, donc avec des conseillers qui peuvent nous aider et nous orienter.
Pôle emploi, si on est au chômage. On n'a pas reparlé des entreprises, mais des fonds, des OPCO qu'ils ont. C'est ça, c'est ce qu'on a évoqué à peu près tout à l'heure. Hein. J'avais commencé par ça du coup. Mais effectivement, les entreprises, comme on l'a dit, ont cette obligation. Cotisent également. Alors, ce n'est pas le CPF, mais du coup, c'est des fonds de cotisation sur les OPCO qui permettent de financer des formations et la montée en compétences de leurs salariés. Donc, ce type de démarche peut être financé ou cofinancé. Ça peut arriver aussi que l'employeur dise OK, mais je ne peux pas participer à fond. Un peu ton CPF, il peut prendre un peu du CPF. Oui, il peut dans quel cas, c'est lui en réalité qui va rajouter l'argent sur notre compte CPF pour qu'on puisse. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais effectivement, parce que les enveloppes de formation au niveau des entreprises ne sont pas forcément énormes en fonction des tailles d'entreprise. Et contrairement à ce qu'on pense, des fois, c'est les plus grosses entreprises qui ont moins de financement. Oui, parce qu'en fait, c'est eux qui doivent s'autofinancer pour ceux qui doivent payer. Mais généralement, ils identifient en interne, je pense, un budget sur la montée en compétences de leurs salariés. Donc, ça doit leur permettre justement d'allouer. Mais ils n'ont pas d'aide de l'État, en fait. C'est plutôt ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est une obligation pour les entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, admettons, que vous vous sentez un peu dans une impasse en entreprise, vous avez envie de vous reconvertir, vous sentez que ça va être compliqué avec votre employeur, mais vous arrivez quand même à discuter un peu avec lui. Ça vaut le coup de tenter de lui dire, écoutez, financez-moi un bilan de compétences, et puis ce sera une porte de sortie pour moi. Ça peut être aussi un cas de figure, si on n'a pas de CPF, si c'est compliqué, on peut utiliser cette option, et l'employeur n'y pense pas parce que c'est assez méconnu en réalité, hein. Mais l'employeur, oui, ça peut être un moyen, déjà lui, de répondre à ses obligations et de faire en sorte aussi, voilà, de vous payer quelque chose et de se séparer en bonne intelligence. Voilà, ça peut être aussi un cas de figure. Eh ben, super intéressant. Est-ce qu'on a oublié un mode de financement ? Oui. Oui, si. On en a oublié un, qui est le financement propre, en réalité. Non, mais j'aime bien terminer du coup là-dessus. Ça revient peut-être avec l'introduction que tu mettais tout à l'heure sur la motivation. Oui, exactement, parce que ce serait trop bête de passer à côté vraiment. Le boulot, quand même, on y passe une bonne partie de sa vie. Autant faire en sorte que ce soit un cadre épanouissant plutôt qu'un cadre stressant. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de se saigner, de se pourrir la vie, aller dans un boulot où on n'est pas bien. La vie est courte et on y passe beaucoup de temps. Donc, il faut investir en soi. Investir sur soi plutôt. Et du coup, si vraiment on n'a pas les moyens, si vraiment on n'a pas de CPF, on n'a pas de... J'ai envie de dire, faut trouver un moyen, quitte à se faire prêter un petit peu d'argent, pourquoi pas. Alors attention, j'incite pas à faire des crédits. Les crédits, encore une fois, comme le dit le petit disclaimer à chaque fois sur les pubs bancaires, un crédit engage, etc. Oui, bien sûr qu'un crédit engage à être remboursé. Mais si c'est faire un crédit à la conso de manière intelligente avec son banquier pour lui dire, bah voilà, sur 2 ans, je suis remboursé une enveloppe de 2-3 000 euros, mais par contre, ça va m'aider derrière, j'ai un vrai projet et c'est mon projet de vie, parce qu'à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, c'est plus possible. Bon, bah il vaut mieux quoi ? Il vaut mieux faire ce petit sacrifice ou trimer toute sa vie pendant 20 ans sur des postes où on n'en peut plus. Il y a à un moment donné aussi cette part d'investissement, et bien sûr que payer tout ça d'un coup, c'est compliqué, mais pourquoi pas le financer par le biais d'une banque. Toutes les banques, attention, ne jouent pas le jeu, mais sur un prêt à la conso, peut-être que c'est... On voit beaucoup de... c'est à la place de s'acheter un iPhone ou un nouvel ordi. Il y en a bien qui mettent 2 000 euros dans un téléphone ou qui changent très régulièrement de voiture. À un moment donné, c'est une question de priorité. Et je suis personne pour juger les priorités, encore une fois. Mais si par contre quelqu'un se sent vraiment mal dans son quotidien professionnel, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Si pour lui, le CPF c'est pas possible, si elle en a plus, si son employeur c'est pas possible de lui financer, si Pôle emploi c'est pas possible de lui financer, Transition Pro non plus, il y a quand même du beau monde aujourd'hui pour financer quand même ce type de choses. Donc je dirais qu'à 80-85% des cas de figure, on va se faire financer sa reconversion pour rassurer tout le monde. Mais si on est malheureusement dans les 10-15% restants, et que vraiment c'est quand même quelque chose qui nous pèse, franchement, moi je vous encourage à le faire et à croire en vous, à financer votre projet et vous verrez que derrière vous ne le regretterez pas. Ça marche. Du coup, on a balayé tous les modes de financement. Est-ce que je reviendrai bien très rapidement sur chacun d'entre eux pour savoir finalement comment est-ce qu'on sait qu'on est éligible ? Je pense que c'est très simple, mais qu'on le voit ensemble. Par exemple, pour le CPF. Je pense que... CPF, il suffit d'avoir travaillé sur un contrat stable. Donc, en gros, c'est plutôt qui n'est pas éligible au CPF. Donc, n'est pas éligible au CPF des professions
un peu particulières comme les avocats, les notaires, ils ne cotisent pas au CPF. Okay. Ils n'ont pas le droit de se reconvertir. C'est ça, ils n'ont pas le droit. Les entrepreneurs. Mais un moyen encore plus simple de le voir, c'est tout le monde peut se connecter sur finalement sur voilà. compte formation. Il faut aller sur moncompteformation.fr, on se crée un compte, on met son numéro de sécurité sociale, et puis on verra tout de suite si on a de l'argent dessus. Ça prend 10 minutes, et c'est bon, on le saura. C'est vrai que c'est devenu quelque chose d'hyper accessible. Maintenant, n'importe qui, on peut se connecter en 5 minutes et voir ce qu'on a dessus. C'est ça. Mais à partir du moment où on a été salarié, en CDD, en CDI, ou même intérimaire, normalement, alors en fonction du temps de travail, c'est proportionnel au temps de travail et aux cotisations, et en fonction du type de contrat, CDI, CDD ou intérim, c'est pas le même montant qui est cotisé, mais on cumule du crédit CPF. Ok, donc le conseil, c'est aller voir. C'est ça. Et vous avez sûrement petite particularité, si on est dans la fonction publique, on va créditer du CPF, mais on ne pourra pas le débloquer tout seul. Il faudra demander à son N+1. Le service public est sous tutelle. Ouais, il faudra demander à son responsable, qui lui-même demandera certainement au service RH. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans la fonction publique, vous savez très bien qu'en fonction du ministère dans lequel vous bossez ou autre, que des fois ça peut être long. Voilà. Donc faut il y a une grosse particularité quand même sur le service public et le CPF. C'est ça. Pour mobiliser son CPF, il faut un accord et une validation. Ok, donc un peu plus compliqué, mais par contre, ne prenez pas le raccourci de dire fonction publique, j'ai pas de CPF, parce que ça s'entend aussi, c'est faux. On en a, mais il est verrouillé. Ok. Donc, parce que tout ce qui est fonction publique, c'est le fameux emploi à vie, et techniquement, on peut pas partir comme on veut de la fonction publique. Une démission, c'est compliqué, parce que si jamais on est sur un poste sensible, non, on peut pas démissionner. Donc voilà, il y a des petites particularités sur la fonction publique quand on est fonctionnaire titulaire, mais sur un projet comme ça, en général, voilà, on prend rendez-vous avec le ou la RH et ça se planifie. Donc là, il y a une obligation de passer par son employeur quand on est dans le service public. Donc ça, c'était pour le CPF. Pour Pôle emploi, on va pas en parler, c'est avec son conseiller Pôle emploi qu'on voit l'ensemble des financements. Pareil pour l'OPCO, c'est à l'entreprise, donc on voit avec son service RH. Et le dernier qu'on a vu, c'était Transition Pro. Transition Pro, finalement, ce qu'on disait rapidement, c'est que sur leur site internet, qui est plutôt bien fait maintenant, il faut dire qu'on s'est bien fait, on peut aller voir si on est éligible ou pas, ou encore plus simple, prendre un rendez-vous avec l'un de leurs conseillers. Tout à fait. Pour en savoir plus. C'est ça. Ils sont très abordables et accessibles. Ils demandent que ça, et donc, faut pas hésiter. Ou encore mieux, prendre rendez-vous avec un conseiller sensei. il cale quand même l'autopromo. Je suis obligé. Non, mais c'est vrai que nous, le sujet, on essaye vraiment de le débroussailler de fond en comble, de le maîtriser. Et c'est vrai que nous, de par du coup maintenant notre culture métier sur le bilan de compétences, on est un peu à l'initiative de ces introspections et de ces réflexions. Donc, encore une fois, c'est comme la démarche conseil. Après, chacun voit midi à sa porte. Clairement. Et fait ce qu'il a envie de faire, bien entendu. Donc on n'en a pas parlé, mais du coup, la reconversion, ça fonctionne, tout ce qu'on a vu comme aide, ça fonctionne quand on est en emploi ou quand on est sans emploi. Donc tous les dispositifs qu'on a vus. Alors Transition Pro est un peu plus pour les gens actifs, il me semble. Oui, tout à fait. Alors que Pôle emploi va gérer tous les autres types de personnes, mais le CPF est accessible à la fois pour quelqu'un qui est au chômage et quelqu'un qui est en poste, sous réserve qu'il ait travaillé à un moment ou un autre. Donc finalement, on peut se reconvertir, qu'on soit en poste ou au chômage. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet, à moins que j'ai loupé quelque chose. Non, normalement, il y a toujours un moyen. Et il y a un dernier point que j'aimerais voir avec toi, parce que je pense qu'on a été assez complet finalement, et j'espère qu'on voulait être un peu synthétique justement sur ce sujet, qui est un sujet compliqué, donc il ne faut pas trop qu'on s'étale, et j'espère qu'on a été assez clair. Est-ce qu'on a des moyens de cumuler plusieurs aides ? Alors, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter 2 secondes ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cumul logique, ça va être effectivement d'utiliser son CPF. On aura, si on n'a pas assez pour le projet global, faire abonder par Transition Pro. L'employeur aussi peut rajouter un peu d'argent sur notre compte CPF. Donc en général, effectivement, on va commencer. Le CPF, vaut mieux l'utiliser déjà au début de la démarche, puisque si on ne l'a pas encore utilisé, Transition Pro, quoi qu'il en soit, nous fera d'abord utiliser le CPF. Voilà, à savoir. Okay. Donc autant aller chez Transition Pro une fois qu'on a les poches vides. Sinon, quoi qu'il en soit, ils passeront par le CPF. Donc voilà, n'hésitons pas à commencer par le CPF. S'il n'y a pas assez et qu'on est en bon terme avec notre employeur, qu'on a moyen de faire co-construire le projet avec l'employeur,
il peut mettre sa main à la pâte et rajouter de l'argent sur notre compte CPF. Et ensuite, Transition Pro peut prendre le relais. Et nous aussi, par autofinancement. Et Si nous par aussi, exemple, bien j'ai entendu, voilà. envie de... Je pense qu'on peut prendre un exemple. Imaginons, j'ai envie de financer un bilan de compétences à 2 000 euros. Je vais sur mon compte formation, je vois que j'ai que 1 200 euros de disponibles. Donc, soit je vais voir mon employeur, mais imaginons que j'ai pas envie. J'ai envie que ça reste pour moi, donc c'est à moi de financer ça. Comment ça marche du coup? Au moment où je vais vouloir acheter la formation sur mon compte formation.fr, le bilan de compétences, on va me dire, vous avez un reste à charge de 600 euros. Et ces 600 euros, je vais sortir ma carte bleue et je vais les mettre. Ok, ça se passe directement sur mon compte formation, pas besoin de passer par un truc bizarre. Après, vous avez des entreprises, SNCF le propose, de s'occuper de ce reste à charge et vous de le diluer encore. Parce que pour l'instant, mon compte formation ne propose pas de paiement en plusieurs fois. Ok. Il y a des organismes de formation qui proposent du coup de prendre ce reste à charge, de le payer en une fois, et vous de vous faire en même temps, hein, mais plutôt payer en plusieurs fois sur un portail comme Alma. Donc par exemple, je vais avoir mes 600 euros, je vais pouvoir les payer en 6 fois ou en 4 fois. Voilà, c'est ça. Okay. Comme sur n'importe quel site où il y a des possibilités de payer en plusieurs fois, c'est juste que nous, en gros, on paye la dette que vous avez et vous, ensuite, vous la devez à SNCF directement. Exactement. Okay. Et beaucoup d'organismes font ça aussi aujourd'hui. Ok, c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, quand on a des sommes comme ça, on n'a pas envie forcément de les sortir tout de suite. Ouais, voilà. Ça, c'est quand même hyper intéressant de pouvoir offrir ça comme service. Que ce soit confortable. Ouais, pour éviter, vu que mon compte formation le fera sûrement un jour, mais quoique l'État qui ferait des crédits, pourquoi pas? Peut-être. Pourquoi pas? Ils vont s'allier à un organisme de crédit? Non, je suis pas sûr. Écoute, merci beaucoup, Davy. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier point sur ce sujet des financements? Ouais, parce que là, je me mets un peu à la place des auditeurs qui nous écoutent. Si parmi eux, on a des gens qui se sont mis à leur compte il y a 4-5 ans, en auto-entrepreneur, qui ont déjà utilisé leur CPF, qui n'ont pas grand-chose, qui se disent, mince, moi, j'ai rien pour faire financer ma reconversion, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. J'aurais même payé une formation dans tel ou tel sujet pour pouvoir trouver un meilleur épanouissement au boulot. J'ai trouvé ma voie, mais j'ai pas les moyens de me reconvertir. Faut savoir que quand on est entrepreneur, on cotise aussi. Normalement, si on adhère à l'URSSAF, si on adhère à différents sujets, on cotise au moins à ce qu'on appelle le FAF. Donc, c'est le fonds... le fonds de quelque chose. Le fonds de quelque chose de la formation. Okay. Même quand on est juste micro-entrepreneur. Voilà. Okay. On a un fonds, donc ça s'appelle le FAF, il faut se renseigner sur Internet. C'est le CPF des entrepreneurs? Non, c'est un fonds un petit peu qui agit un peu plus... Alors, oui, on peut l'imaginer comme ça, mais de manière concrète, c'est plutôt l'OPCO. Ce serait plutôt dans le schéma de l'OPCO des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise. Et comment je fais pour du coup aller activer ce fonds? Il faut la regarder sur Internet. Ok, donc là c'est un petit peu comme Transition Pro, je vais auprès de ces personnes-là, je prends rendez-vous avec eux et je vois en fonction de mon projet. Il faut là-dessus se renseigner, savoir si on a cotisé effectivement, si c'est des choses qu'on a faites et normalement on a quand même un petit peu d'argent qui peut être mobilisé. Ce sera peut-être pas aussi important parce qu'en plus ça se cumule pas. Okay. Ces fonds-là, si on les utilise pas sur l'année, ils disparaissent, donc on peut pas accumuler une grosse somme. Mais il y a des enveloppes qui restent des fois intéressantes, c'est toujours ça à prendre. Si on a une société, si on est chef d'entreprise, qu'on a une société un peu plus grosse, les OPCO peuvent peut-être toujours faire quelque chose si on est salarié de son entreprise. Et j'ai entendu parler d'ailleurs d'un fonds similaire pour les indépendants qui permet d'aider à la création d'entreprises. Alors là, on est vraiment dans un sujet pour ceux qui veulent, c'est l'ADI, il me semble, qui permet, qui est plutôt dans une logique de microcrédit, je crois, majoritairement, mais de pouvoir aider à payer des formations justement aux entrepreneurs et des choses comme ça pour qu'ils se lancent. Voilà. Parce que justement, quand on se lance dans l'auto-entreprise, on se retrouve au chômage, donc les banques, elles ne nous écoutent pas. Après, dans ce type d'organisme... Dans ce sens-là, en général, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on quitte le salariat et on aura du CPF. Et d'ailleurs, sur le CPF, on trouve pas mal de formations pour les créateurs d'entreprises. Ouais. Et celle-ci, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les formations éligibles, donc diplôme, certification, ne prépare pas forcément une certification en particulier. Donc par contre, il faut se méfier parce qu'il y a à boire et à manger. Mais on peut trouver pas mal de formations pour la création d'entreprise sur mon compte formation. Ok, donc on peut utiliser son CPF, c'est aussi un bon moyen. Mais là, on est sur les financements qu'on a évoqués. Ok, super. C'était
assez clair. Finalement, on voit qu'il y a il y a 4 grandes familles de financement, que le plus simple, ça reste le CPF, mais qu'on a d'autres possibilités. Et surtout, si on n'a pas de CPF, ça ne veut pas dire qu'on n'aura aucune aide pour la suite. Et ça, c'est super important. Je pense que c'était bien de pouvoir l'aborder. Je te remercie, Davy. C'était vraiment super enrichissant et je pense que c'était clair. N'hésitez pas dans les commentaires, en tout cas, à nous dire si c'était clair ou pas, qu'on puisse finalement peut-être faire un focus s'il y a besoin sur un sujet en particulier, si c'est justement un point un peu plus compliqué. Mais je te remercie et puis écoute, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast parce que écoute, tu es notre expert sur beaucoup de sujets, donc je doute pas que avec plaisir. Tu vas te retrouver encore avec moi autour de cette table très bientôt. Merci, Davy.